Je voudrais leur dire à tous les trois que c'est à moi qui le fait honneur en me demandant d'ouvrir et d'inaugurer par cette allocution préliminaire ce colloque de 3 jours. C'est un très grand honneur pour moi et c'est aussi une très grande joie car je pense qu'il s'agit d'un événement extrêmement important. Je ne sais pas si c'est vraiment une première, sûrement, puisque l'ambassadeur nous l'a dit, mais je sais en revanche qu'il y a dans la tradition de la diplomatie française 2 grandes traditions, 2 longues histoires. Et comme je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots et que je n'ai pas ma langue dans ma poche, je voudrais les nommer. Il y a dans l'histoire de mon pays, la France, une longue tradition que l'on appelle, pour aller vite, la tradition de la politique arabe de la France, qui remonte à très loin, qui a ses plus anciennes dynasties, probablement au moment du Premier Empire et de l'expédition d'Égypte, probablement le deuxième Napoléon, Napoléon III, qui définissait, qui rêvait d'un empire franco-arabe et qui définissait la France, qui a défini un jour la France comme une puissance musulmane. Cette politique arabe de la France, elle perdure ensuite à travers des épisodes encore moins glorieux de l'histoire de France, et notamment au cœur des pages les plus noires de l'histoire du XXe siècle, qui étaient marquées par cette politique arabe de la France. Elle ressuscite encore, à une époque plus récente, par une petite phrase prononcée dans un jour de colère, mais qui en disait probablement long sur sa propre histoire par un grand président français, mais qui sur ce point ne fut pas grand, et qui est le général de Gaulle. Il y a en France cette tradition-là, cette politique arabe de la France, d'inimitié à l'endroit d'Israël. Comment oublier, par exemple, que, en 1944, lorsque le futur grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, se rend aux forces d'occupation françaises à Constance, lorsqu'il est incarcéré près de Paris à Saint-Maur, c'est la France qui l'aide, sous une fausse identité, avec un faux passeport, de rejoindre l'Égypte et de là, la Palestine à l'époque mandataire, 2 ans avant la déclaration onusienne, la résolution onusienne créant les 2 États. Donc il y a cette tradition-là. Et puis il y a une deuxième tradition dans l'histoire de mon pays, qui est une tradition qui est presque aussi ancienne, un peu moins, mais sans doute aussi forte, et marquée par des personnalités, à mon avis, souvent plus considérables. C'est la tradition de tous ces intellectuels non juifs rassemblés autour d'Edmond Flegg au début du XXe siècle et qui manifestent très tôt en France, dès la déclaration Balfour en Angleterre, leur solidarité d'âme, de cœur et d'intelligence avec le projet sioniste. Ce sont des gens, des hommes et des femmes un peu oubliés et qui sont les vrais fondateurs de cette amitié franco-israélienne que certains représentent ici dans sa forme la plus récente. Je pense à des gens comme Jules Cambon ou comme Justin Godard, figure bien oubliée des relations franco-israéliennes, grand résistant, grand esprit, grand ami d'Israël et qui a pesé très lourd pendant les dernières années de sa vie pour que cette amitié franco-israélienne prenne force et consistance. Ce sont tous ceux qui, en France, au moment où le fragile État sioniste prenait naissance, où il avait à faire face à tant et tant d'adversités, où il commençait de rompre avec ses premiers parrains, le camp soviétique, sans parvenir pour autant à s'allier véritablement,
à ses futurs alliés américains et anglais, ce sont ces gouvernements français qui aidèrent de manière déterminante, c'est-à-dire militaire, l'État des Juifs à se construire. Cette deuxième tradition-là, c'est la tradition de ce président du Conseil qui, en 1954 ou 1955, reçoit sur l'aéroport militaire de Villacoublay un Ben Gourion à nouveau aux abois, venant demander une aide militaire essentielle et vitale et qui se la voit accorder sans l'ombre d'une hésitation. Je ne commettrai pas ce crime de laisser tomber Israël à ce moment de son histoire, déclara le président du Conseil en question. Cette politique française d'amitié avec Israël, c'est celle encore dont mon ami Shimon Peres a très souvent parlé lorsqu'il en parle, comme d'une des amitiés les plus intenses, qui n'ont pas besoin de contrats, ni de pactes, ni de traités, parce qu'elles passent par les cœurs, et qui est donc l'amitié entre nos deux pays, une amitié qui a probablement même pris corps et qui s'est incarnée dans ce secret de Polichinelle, le moins bien gardé d'Israël, qui porte le nom de Dimona. Vous savez ce que je veux dire. Alors je pense que ce colloque, ces 3 jours, que j'ai le privilège d'ouvrir, je pense en effet qu'il s'inscrit dans le fil de cette deuxième histoire. Merci à Monsieur l'ambassadeur de France, merci au ministre des Affaires étrangères français Bernard Kouchner, merci, et je suis peu suspect de sympathie de principe à son égard, au président de la République française Nicolas Sarkozy, pour ce nouveau cap donné ou cette rectification de vol à la politique française à l'endroit d'Israël. C'est ainsi en tout cas que pour moi ce colloque se présente et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, à la demande d'Annette Lévy-Villard et de l'ambassadeur Christophe M. Bigot, de le présenter. C'est une très grande joie aussi pour moi pour une seconde raison. Un colloque sur la démocratie en Israël, c'est évidemment un événement très important. Compte tenu de la campagne insistante, incessante, obsessionnelle de diabolisation ou de démonisation d'Israël, qui a cours dans le monde entier, dans des pans entiers de l'opinion publique européenne et mondiale, l'idée d'un grand colloque sur la démocratie venant se tenir ici est un symbole d'une force extraordinaire que je n'aurais, pour ma part, à aucun prix manqué. Car je suis de ceux qui croient qu'il y a un miracle de la démocratie israélienne. Pas seulement, comme on le dit souvent, et c'est vrai aussi bien sûr, parce qu'Israël est la seule démocratie de la région. C'est vrai, bien sûr, que dans une région dominée par des dictatures, dans une région rongée par les fanatismes religieux, dans une région où tiennent le haut du pavé des partis ou des organisations proprement néofascistes, c'est-à-dire qui n'ont pas fait, comme l'ont fait les Européens, le deuil de l'ébranlement fasciste du XXe siècle et qui, par conséquent, en portent encore les stigmates et les slogans. Je pense au Hezbollah, je pense au Hamas. Il est évident qu'Israël représente une espèce d'îlot miraculeux de liberté et de démocratie et de résistance à l'obscurantisme fasciste, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Donc bien sûr, Israël, c'est ça. C'est cet îlot de résistance antifasciste dans cette région du monde. Bien sûr, Israël, c'est le sionisme, et le sionisme, c'est le seul isme de l'histoire du XXe siècle qui n'est pas échoué,
qui ne soit pas naufragé, qui ne se soit pas caricaturé en son contraire. C'est de tous les grands mouvements de libération nationale qui se sont constitués à l'ombre des grands empires, le seul qui aujourd'hui encore ait gardé l'essentiel de son souffle et de son inspiration. Cela est évident. Mais s'il y a un miracle démocratique israélien, c'est pour une raison, je crois, plus importante encore et plus forte encore, et sur laquelle je voudrais insister en cette première soirée. C'est qu'il me semble qu'au-delà même des mouvements de libération nationale, au-delà même de la région, il y a une exemplarité absolument stupéfiante de la démocratie israélienne ou d'Israël dans son rapport à l'idéal démocratique. Exemplarité pourquoi? Parce que le fait même d'Israël déjoue, par son existence même, de supposées lois de la science ou de l'observation politique. Il y a deux clichés, il y a deux idées reçues chez les commentateurs politiques, qui sont deux idées d'ailleurs terriblement décourageantes, et contre lesquelles milite par son existence même l'existence, 62 ans après sa naissance, de ce pays. Première loi, c'est la loi de l'impossible improvisation de la démocratie. Vous connaissez la chansonnette. On ne fabrique pas une démocratie en un jour. Une démocratie ne se fait qu'adosser à une longue, impatiente et souvent interminable école de la démocratie, moyennant quoi on accepte aux bénéfices, en les mettant au crédit ou au passif, du relativisme culturel, des particularités nationales, on accepte que tel ou tel pays, ou empire, ou grand pays ou empire, prennent des libertés terribles avec la démocratie. Ne demandons pas aux Russes, ne demandons pas aux Chinois de respecter les droits de l'homme, car le respect des droits de l'homme, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, ça ne se fait pas comme une espèce de fiat lux démocratique. Ben si, il y a un exemple dans l'histoire de l'humanité moderne, où des hommes et des femmes qui, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre de l'Éducation nationale, des hommes et des femmes qui n'avaient dans leur patrimoine génétique idéologique, dans leur mémoire personnelle ou familiale, rien qui ressemblât à une trace de mémoire démocratique, ont inventé du jour au lendemain une démocratie. Parmi les gens qui ont fait Israël, il y a des gens qui sortaient, des hommes et des femmes qui sortaient de la nuit nazie. Il y a des hommes et des femmes qui sortaient de la nuit du communisme. Il y a des hommes et des femmes qui sortaient de ces pays arabes dictatoriaux ou totalitaires que j'évoquais tout à l'heure, qui n'avaient par conséquent aucune espèce d'expérience directe, vécue de la démocratie, et qui pourtant, par un miracle de la volonté ou de la bonne volonté, ont inventé, encore une fois, en quelques jours, une démocratie qui fonctionne. Ça, c'est la première loi que déjoue l'existence même d'Israël. Israël, c'est le démenti à tous ceux qui nous disent « n'allons pas trop vite, n'en demandons pas trop, la démocratie et les droits de l'homme sont une histoire qui doit prendre son temps et à laquelle il faut laisser son temps ». Et pour cela, la démocratie israélienne est évidemment exemplaire. Elle est exemplaire pour une deuxième raison, c'est qu'elle dément un deuxième cliché, le cliché selon lequel une démocratie en guerre est une démocratie qui, tôt ou tard, et souvent très vite, par une espèce de pesanteur de soi, de nécessité historique, tourne à l'état d'exception.
Ce n'est pas seulement un cliché, c'est un fait, bien souvent. Je parle en connaissance de cause, je suis citoyen d'un pays qui, 4 ans, 5 ans, après le commencement d'une guerre, la guerre d'Algérie, a commencé de prendre un certain nombre de libertés avec les libertés démocratiques. Je me rappelle, lorsque j'étais enfant, le journal de Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'Express, suspendu, interdit une semaine sur 2, contraint de ruser avec la censure. Et sans aller jusqu'aux années 50, très récemment, il n'a pas fallu plus de 2 ans ou 3 ans de lutte de guerre contre la terreur aux États-Unis pour que soit promulgué Patriot Act 1, puis Patriot Act 2, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils instauraient non pas un état d'exception, mais qu'ils introduisaient l'idée, très étrangère à l'esprit de la grande démocratie américaine, que la guerre pouvait justifier que l'on prenne un certain nombre de distances avec le credo démocratique. Israël, c'est le miracle d'un pays qui est en guerre, pas depuis 3 ou 4 ans, comme au moment de Patriot Act 1 aux États-Unis, pas pendant 8 ans, comme la France en Algérie. C'est un pays qui est en guerre depuis 62 ans, un état de guerre larvé naturellement, mais permanent néanmoins, compte tenu de la violence de l'hostilité des voisins, compte tenu de l'étroitesse du territoire, compte tenu de la menace latente que les citoyens d'Israël connaissent bien, et qui, pour autant, n'a jamais cédé sur les principes démocratiques fondateurs de l'État. Je me rappelle au moment de la dernière guerre livrée par Israël, la guerre de Gaza, je me souviens avoir visité, j'étais venu ici faire un grand reportage pour un certain nombre de quotidiens européens et américains. Je me rappelle avoir visité des villages arabes en Israël, des villages ou des villes à majorité arabe, ces villages et ces villes où il faut rappeler inlassablement à tous les adversaires d'Israël que l'on y rencontre des citoyens qui ne sont en aucune manière des citoyens de seconde zone, qui jouissent de tous les droits démocratiques de tous les citoyens d'Israël. Je me rappelle, pendant ces premiers jours de l'opération Plomb durci, l'atmosphère tout de même terrible qui régnait dans certaines de ces villes, je ne les nommerai pas ici. Je me rappelle le climat d'insurrection quasiment au bord de s'opérer que l'on y rencontrait, et je me rappelle mon admiration devant le sang-froid avec lequel, sang-froid naturel, normal naturellement, mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'autres démocraties au monde auraient eu le même, avec lequel les autorités de ce pays ont traité ce problème-là. On parle souvent de la minorité musulmane, d'origine musulmane ou de pratique musulmane en France ou en Grande-Bretagne. On évoque souvent les problèmes posés par les difficultés d'intégration, par la rencontre parfois manquée entre l'esprit d'Occident et les valeurs liées à un certain islam. Il y a un pays où, malgré l'état de guerre, malgré les 62 ans d'hostilité larvée, où ça marche, mieux que dans l'Amérique des émeutes raciales des années 60, mieux que dans la France des émeutes de 2005, et c'est Israël, là encore, deuxième démenti à la supposée loi de la science politique qui vaudrait qu'un état de guerre latent ou déclaré provoque inévitablement un état d'exception. Pour ces 2 raisons-là, je crois qu'Israël
représente en effet une sorte de miracle laïque et que se tienne ici ce premier grand colloque franco-israélien sur l'idéal démocratique me semble être encore une très grande et belle nouvelle. Alors, est-ce qu'il faut comparer nos deux démocraties? Je crois que ce sera l'un des thèmes, c'est ce que vient de nous dire en tout cas l'ambassadeur Bigot, de ces journées. Je ne sais pas, peut-être, je viens d'ailleurs d'une certaine manière de le faire, en évoquant le précédent de la guerre d'Algérie et la manière dont est géré ici l'état de guerre permanent. Et on pourrait, en effet, prolonger ce jeu des comparaisons. Moi qui viens souvent dans ce pays, cet Israël qui est comme ma deuxième patrie et qui le connaît donc un peu, je dirais, mais enfin je risque de me tromper, c'est toujours très difficile ce type de mise en rapport, mais enfin, je m'y risque tout de même. Si la démocratie c'est le débat, je dirais que la France connaît un débat entre intellectuels, entre écrivains, dont la vivacité, pour des raisons historiques d'ailleurs, qui remontent à des épisodes fondateurs de notre histoire, l'affaire Dreyfus, sont à peu près incomparables et probablement plus intenses que le débat d'idées, le débat entre écrivains dans ce pays. En revanche, j'ai l'impression que le débat citoyen, la pratique d'irrévérence à l'endroit des pouvoirs, l'esprit d'insoumission spontanée vis-à-vis de ceux qui, à tort ou à raison, sont jugés comme de mauvais généraux ou de mauvais ministres, l'insolence citoyenne se porte peut-être mieux en Israël qu'en France. Au jeu des comparaisons, je dirais peut-être aussi, mais là encore on pourrait le renverser, mais enfin, je dirais aussi qu'il y a peut-être pour les Israéliens une méditation à faire ou des observations à tirer de la pratique française de la laïcité. Je suis personnellement, j'ai exprimé ce choix, même s'il n'est pas sûr qu'il se trouve finalement validé. J'ai exprimé mon adhésion à l'idée d'une loi contre le port de la burqa. Je crois que cela est dans la ligne directe de cet esprit de la laïcité qui veut que les croyances privées, religieuses en particulier, n'interfèrent en rien avec la façon dont se façonne l'espace public et avec la façon dont s'organise l'esprit des lois. Et à ceux qui d'ailleurs objectent que des burqas, il n'y en a que quelques milliers ou quelques centaines ou quelques dizaines, je suis de ceux qui répondent que n'y en aurait-il qu'une. La question est de savoir si elle viole ou non un principe fondateur de la Constitution française. Et si c'est le cas, je crois que le principe de laïcité pensé jusqu'au bout exige que cet un-là soit désigné et sanctionné comme tel. Donc je crois qu'on est assez bon en France côté laïcité. Je crois que vous êtes assez bon en Israël côté citoyenneté. La question sur laquelle toutes les grandes démocraties se cassent les dents depuis des dizaines d'années, depuis plus longtemps, mais de manière peut-être plus brûlante depuis des dizaines d'années, qui est la question de la fabrique du citoyen. Comment on fait avec comme dit le psaume, ou comme dit l'Exode déjà, avec des hommes d'origines diverses. Comment on fait pour fabriquer du commun? Comment on fait pour fabriquer de l'universel? Comment on fait pour fabriquer du citoyen? Je crois qu'à cette question sur laquelle les Français, les Anglais, les Américains se heurtent et parfois se brisent les os ou les dents, les os de la tête, comme disait Sartre, les Israéliens
apporte une réponse, là pour le coup, qui mériterait d'être méditée par la plupart des autres grandes démocraties. Comment on fabrique du citoyen avec des gens venus de Russie, d'Allemagne, de France, d'Éthiopie, des pays arabes, qui n'ont rien en commun, à part une nostalgie très obscure, à part, comme disait Franz Rosenzweig, l'idée d'une loi abstraite, d'une terre imaginaire et d'un temps rêvé. C'est à la fois beaucoup et rien. Comment on fabrique avec cela de la citoyenneté? Là, je crois qu'Israël est champion toute catégorie et qu'il aurait des leçons donc à nous donner. Au jeu des comparaisons, je dirais encore que probablement à cause de l'ancienneté de notre démocratie en France, de l'empilement de ses codes et de ses lois, de l'enracinement de sa loi civile dans des codes très anciens, codes romains, codes pontificaux, codes Napoléon. Nous avons un arsenal législatif, constitutionnel, une conception de la loi et de son formalisme qui font partie de l'idéal démocratique et qui font partie de l'esprit de cette variante de l'idéal démocratique qu'est l'esprit républicain. La France est une république assez exemplaire, avec ce formalisme juridique sourcilleux, rigoureux, qui fait que des textes promulgués, comme on l'a vu il y a quelques jours, peuvent être invalidés, et ainsi de suite. En Israël, il me semble que ce qu'il y a de tout à fait exceptionnel, que je ne connais dans aucune autre démocratie au même degré, c'est le poids, c'est la force de la voix de ce que j'appellerais la loi au-dessus des lois. La loi fondamentale, la loi qui se passe de texte, la loi qui, comme disait Shimon Peres à propos de ses relations militaires avec les Français, se passe de pactes et d'inscriptions dans la chair de la lettre. La loi fondamentale, la loi en soi. Je connais un peu ce pays, je connais aussi son armée, pour en avoir côtoyé les soldats à de nombreuses reprises de ma vie. J'ai fréquenté, j'ai couvert d'autres guerres dans mon existence. Jamais je n'ai vu comme Israël une armée démocratique se posant autant de questions morales que l'armée d'Israël. Armée disciplinée naturellement, armée d'une efficacité redoutable ou magnifique, mais armée dont la caractéristique, et ça je l'ai vu en de nombreuses reprises, et j'en ai rendu compte à de nombreuses reprises aussi, pas toujours au goût de certains, une armée dont de base en haut de la hiérarchie, avant d'exécuter l'ordre, on s'interroge. On se demande si cet ordre obéit bien à l'idée que l'on se fait de la loi, s'il est bien conforme avec les principes des 10 commandements, est-ce qu'il ne contrevient pas aux principes les plus sacrés ou les plus saints, plus exactement, sur lesquels s'est fondé ce pays. Un pays, une démocratie, où est à ce point vivante cette habitude de contester les lois par la loi, un pays où est à ce point vibrante cette exigence de toujours soumettre les lois à ce qui est plus haut et plus grand qu'elles, je n'en connais pas d'autre à un tel degré qu'Israël. Bref, on pourrait poursuivre le jeu de la mise en relation. Ce qui est incontestable, en tout cas, c'est que vous allez entendre pendant 3 jours débattre, dialoguer
de grandes et vraies démocraties qui ont des choses à se dire et des leçons à entendre l'une de l'autre. S'il est difficile de comparer, néanmoins, comme j'ai commencé par le dire, j'ai répondu à l'injonction amicale de monsieur l'ambassadeur Bigot, mais tout en disant que l'exercice me semblait néanmoins difficile, s'il est difficile de se livrer à cet exercice de mise en rapport de ces deux démocraties, c'est pour une autre raison, qui est au cœur du titre sous lequel vous avez placé cette soirée et les jours qui vont suivre. C'est pour une raison qui tient à la nature même de l'idéal démocratique. L'idéal démocratique, il a une caractéristique par rapport à tous les autres idéaux politiques. C'est qu'il est indéfinissable, car jamais figé et perpétuellement inachevé. Au fond, vous savez, quand on a fréquenté un peu dans sa vie les grands textes de la philosophie politique, on s'aperçoit qu'il y a là encore deux grandes traditions. Il y a d'un côté ceux qui croient qu'il y a une définition de la bonne communauté, une définition de la bonne société. Elle peut avoir trouvé son premier visage dans le passé. C'est ce que pense en France, par exemple, toute la tradition contre-révolutionnaire. Elle peut trouver son visage dans un futur lointain. C'est ce qu'ont cru les totalitaires du XXe siècle. Avec l'humanité d'aujourd'hui, dans sa glaise et dans sa pauvre chair périssable, fabriquons l'homme nouveau qui, lui, sera la formule enfin trouvée de l'idéal humain. Elle peut avoir son visage ici et maintenant. C'est ce que pensent tout bêtement les tyrans ou les despotes ordinaires. Mais enfin, dans le projet dictatorial, dans le projet de suspension des libertés, d'élision des singularités, dans la volonté de faire taire ce que chaque sujet peut avoir d'irréductible à vivre, à dire, à sentir, il y a toujours cette idée qu'il y a quelque part, sous les pieds ou dans le ciel des idéaux, une formule de la bonne communauté. Ça peut être au ciel, ça peut être dans le sang et les morts, ça peut être dans un ciel paradigmatique, ça peut être ailleurs, mais il y a cette idée d'une société bien fondée qui, pour peu que son fondement soit identifié et que l'on puisse s'y tenir solidement, sera la société qui aura enfin trouvé la formule parfaite à laquelle les humains n'auront plus qu'à donner leur assentiment définitif. Ça, c'est le principe des dictatures sous quelques visages qu'elles se présentent. Le principe de la démocratie, il dit exactement l'inverse. Les sociétés n'ont pas de fondement. La source de leur légitimité est un lieu vide. L'idée même d'une bonne communauté est une idée qui n'a pas de sens. Nulle part, ni dans le ciel des idées platoniciennes, ni dans la terre et les morts des idolâtres du sol ou de la pierre, n'est inscrite la bonne formule qu'il faudrait se faire l'oreille assez fine pour bien entendre. La démocratie, c'est le régime qui dit les sociétés humaines sont bricolées, ce bricolage est toujours imparfait, fautif, révisable. C'est bien la raison pour laquelle d'ailleurs il y a des élections, pour laquelle on change de majorité ou à l'intérieur même d'une période électorale de coalition. C'est bien parce que la démocratie est le règne de l'inachèvement, parce que c'est le seul principe politique qui rende ses droits à la division,
qui se constitue non pas du consensus, comme je l'entendais tout à l'heure, mais qui se constitue au contraire dans les failles du dissensus et qui s'en nourrit et qui tente de lui donner à peu près forme, une forme vivable. C'est bien pour ça que la démocratie est ce régime où il n'est pas de certitude, où il n'est pas d'établissement, où il n'est pas d'institution, où il n'est pas d'ordre ou de loi qui ne soit sujette à discussion. Alors, cette idée-là, cette idée que la démocratie, c'est le point vide du fondement, cette idée que c'est un processus éternel, sans fin, c'est une idée qui est évidemment exprimée comme telle, dans ces mots mêmes, par tous les grands théoriciens de la démocratie. Que ce soit Benjamin Constant, que ce soit Tocqueville, dans son grand reportage sur l'Amérique, que ce soit Machiavel commenté par Claude Lefort, que ce soit Claude Lefort lui-même, cette idée de cet inachèvement constitutif, c'est l'idée qui est au cœur de toutes les théories de la démocratie. Mais il ne vous a pas échappé, j'imagine, il ne peut pas échapper à une oreille juive que ces mots-là, dits par des lèvres juives, les miennes, ils ont aussi un autre sens et ils éveillent aussi un autre écho. Cette idée d'une fin perpétuellement visée et jamais atteinte, cette idée d'un terme qui s'éloigne à mesure que l'on s'en approche, cette idée d'un état des choses perpétuellement imparfait et continuellement révisé, cette idée d'une fin de l'histoire qui n'a pas de visage naturellement, mais qui n'a pas non plus de date, c'est ce que, entre autres, le Maral de Prague exprimait dans sa langue juive, dans les premières pages, dans l'essentiel même du Puits de l'exil, lorsqu'il définissait le messianisme. Le messianisme au sens du Maral de Prague, le messianisme au sens de la plupart de nos maîtres, le messianisme au sens où Emmanuel Lévinas ou son maître Franz Rosenzweig l'ont si souvent exprimé, c'est une des formes, c'est une des manières dont se dit en langue juive l'idéal démocratique. En tout cas, structurellement, c'est la même chose. Cette colonne absente dont parle Claude Lefort dans son livre, dans son recueil sur Merleau-Ponty, elle est l'analogue en politique de ce qui, dans la mystique, se désigne comme le visage absent du Messie qui arrivera le lendemain de sa venue. Autrement dit, l'idéal démocratique, c'est une idée qui a des sources multiples, mais c'est aussi, c'est de manière constitutive et considérable, une idée très profondément juive. Je pense, et je voudrais aussi insister là-dessus dans ces quelques remarques inaugurales, que vous m'avez fait l'honneur de me demander de prononcer, je pense que c'est une idée juive à d'autres titres encore. Et je suis heureux de dire cela ici, sous l'égide d'Haaretz et de l'ambassade de France, en terre juive, c'est-à-dire en Israël. Je pense que c'est une idée juive pour d'autres raisons encore. Première raison, je vous parlais des premières pages du Puits de l'exil du Maral de Prague. Dans les premières pages du Puits de l'exil, le Maral parle du Talmud, de cette grande invention du peuple juif, de ce qui le singularise, qui le définit comme tel, au moins autant que la Torah. Emmanuel Lévinas dira davantage encore. Il parle du Talmud comme d'une pratique essentielle, constitutive du judaïsme, dont le sens même
est l'idée d'une vérité qui a plusieurs visages et de docteurs qui ne savent l'approcher que par des voies divergentes et en dire tous autant, je cite de mémoire, presque aussi exactement la vérité. Cette grande invention juive qu'est l'invention du Talmud, cette idée d'une vérité révélée qui ne se dit jamais toute, cette idée d'une vérité qui a besoin pour se dire du débat entre les maîtres, cette idée d'une vérité qui ne s'impose pas avec la force de la foudre ou l'autorité d'un baptême, cette idée qui a besoin pour déplier ses ailes, les ailes repliées de l'esprit, disait Lévinas, qui a besoin de la libre discussion, de la querelle, de la dissension, de l'empoignade. Qu'est-ce d'autre sinon l'esprit même de ce dont vous allez débattre pendant ces 3 jours, c'est-à-dire l'esprit même de la démocratie. Le Talmud, c'est la démocratie en acte. Le peuple juif est le lieu de la seule invention rhétorique et discursive dans l'histoire des paroles qui est inventée cette idée incroyable que la vérité n'apparaît que dans l'affrontement le plus contradictoire possible des approches de la vérité. Autrement dit, que la vérité est démocratique par essence. La démocratie est une idée juive pour une autre raison encore. La manière même dont le peuple juif immémorialement a pensé la chose politique. La méfiance dont, dans la Bible cette fois, pas dans le Talmud, dans la Bible, la méfiance dont la chose politique a été constamment l'objet, la réprobation dont elle est frappée, toutes ces histoires que nous racontent les prophètes ou les 2 livres de Samuel, de ces généraux forcés d'être rois, qui n'y consentent qu'à leur corps défendant, qui n'accèdent au trône que bardés d'une théorie de contrat pour le coup, de pacte, d'inscriptions déposées sur les marches du temple et qui feront d'eux les représentants presque impuissants, en tout cas le moins possible capricieux, d'un peuple souverain ou de sujets souverains. C'est ainsi que la Bible, depuis l'histoire du roi Gédéon, depuis l'histoire de Saül, qu'on va chercher derrière un tas de bagages alors qu'il a perdu son âne et qu'on vient lui dire « bonne nouvelle, ton âne est retrouvé, mauvaise nouvelle, tu es nommé roi » et qui s'enfuit. L'histoire du roi David et du roi Salomon, toute cette histoire des liens complexes entre les rois, les juges et les tribus d'Israël donne une idée de la chose politique, de sa fragilité, de son incertitude, du vacillement obligé de tout ce qui pourrait se prendre pour une certitude qui est au cœur même de l'idéal démocratique. Et quand Flavius Joseph, beaucoup plus tard, évoquera cette invention de la royauté par les Juifs, lorsqu'il inventera pour la nommer, cette royauté, le mot de théocratie. Le mot de théocratie chez Flavius Joseph, il désigne l'exact inverse de ce que l'on entend aujourd'hui par ces mots. Il entend des princes soumis, obligés par une loi dont ils ne sont que les desservants, par un peuple dont ils sont les serviteurs, par des juges ou par des prophètes qui les ont nommés, qui sont allés les chercher. Bref, ce que le judaïsme
fracture en son milieu, ce que le judaïsme désavoue, et pour peu qu'on veuille bien en entendre la leçon, devrait désavouer à jamais, c'est cette confusion de l'absolu et du politique qui sont au cœur de tous les projets antidémocratiques. Qu'est-ce que c'est qu'un antidémocrate? C'est quelqu'un qui croit soit que l'absolu existe et qu'il doit être la politique du jour, soit que la politique du moment est tellement belle qu'elle doit être identifiée à l'absolu. Dans les deux cas, dans toute la tradition de la philosophie politique classique, de Hobbes à Spinoza et à d'autres, et depuis les lois de Platon d'ailleurs, il y a cette idée que l'absolu et le politique s'identifient. La démocratie, c'est l'inverse. C'est la disjonction de la politique et de l'absolu, et le texte, le corps de texte où cette disjonction est pensée avec le plus de fermeté et de radicalité, c'est le corps du texte juif. Jamais les Troyens, les Romains, les grandes monarchies égyptiennes, les grands discours impériaux chinois n'ont imaginé, ne fût-ce que de très loin, cette disjonction géniale entre l'absolu et le politique, fondatrice jusqu'aujourd'hui de la démocratie. Alors l'idéal démocratique, il a des sources occidentales, il a des grands penseurs français, il a sûrement, encore que le point devrait être sujet à discussion, des sources grecques. Je crois qu'il a au moins autant, et sinon davantage, des sources juives, et c'est ce qui fait, là encore, tout le prix, à mes yeux, et je le sais au vôtre, de ce débat à Tel Aviv autour de la question de l'idée démocratique. Un dernier mot, si vous le voulez bien. On m'avait demandé de ne pas en parler, mais je vous ai dit en commençant que c'était difficile de m'empêcher de dire ce que j'ai sur le cœur, donc je vais quand même en parler. Et je vais en parler parce que depuis que je suis à Tel Aviv, j'ai été à plusieurs reprises, et jusqu'il y a quelques minutes avant d'entrer dans cette salle, interpellé sur ce thème. Il se trouve, pure coïncidence des calendriers, que quelques semaines avant ce colloque, prévu lui de très longue date, donc qui n'a rien à voir naturellement, j'ai signé, avec mon camarade et ami Alain Finkielkraut et beaucoup d'autres, un texte imparfait, dont j'ai dit publiquement d'ailleurs les réserves avec lesquelles je le signais, les réserves qu'il m'inspirait, mais je l'ai signé néanmoins, qui est l'appel de J. Cole. Alors je voudrais juste dire, parce que je le leur ai promis tout à l'heure, aux quelques jeunes gens, enfin quelques, assez nombreux, qui m'ont interpellé là-dessus en termes peu amènes, et je serai plus courtois qu'ils ne l'ont été, et j'espère surtout les convaincre. Je voudrais leur dire deux choses. D'abord que, et je ne parlerai pas pour mon ami Finkielkraut ni pour d'autres, mais je parle pour moi en tout cas. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde qu'un homme qui a eu, là encore, l'honneur d'être, le Haaretz d'avant-hier dit, l'un des premiers observateurs, en tout cas le premier étranger, à entrer avec Tsahal dans Gaza, ce que j'ai fait au moment de l'opération Plomb durci. Je suis le premier journaliste à être entré avec une unité d'élite de Tsahal dans Gaza au 3e jour de la guerre. Un homme, pardonnez-moi, mais il faut que les choses soient dites tout de même, qui a tenu au moment de la guerre, de la deuxième guerre du Liban, quelques heures après son déclenchement, à venir partager le sort des civils sur la frontière nord d'Israël, et qui s'y est tenu jusqu'au dernier coup de canon et au dernier coup de fusil de cette guerre.
un homme qui a tenu à venir au moment de la guerre des Scuds, quelques années plus tôt, et qui encore beaucoup plus tôt s'est présenté au consulat israélien à Paris au 5e jour de la guerre des 6 jours pour s'engager dans l'armée israélienne. Je crois j'aimerais qu'on y réfléchisse en tout cas à 2 fois avant d'imaginer qu'il puisse signer de quelque encre que ce soit, même celle de son inconscient, un texte inamical à l'endroit de ce pays et de tous les citoyens qui y vivent, quelles que soient leurs opinions politiques ou leurs croyances religieuses. Ça, c'est pour ce qui me concerne. D'une manière générale, et au-delà de mon cas personnel et de ceux de quelques autres, parmi les signataires de J. Cole, vous avez parmi ses initiateurs l'ancien ambassadeur, l'un des plus grands ambassadeurs en Europe, d'Ariel Sharon. Vous avez l'ancien représentant de l'agence juive à Paris, au temps où en tout cas moi j'ai découvert le sionisme et qui à ma connaissance n'a pas bougé d'un iota. Mais enfin, oublions ça. Mais enfin, dire que le peuple juif a inventé la démocratie, comme je suis en train de vous le dire, et comme je le crois très profondément, dire qu'il y a là l'une des sources vives de l'idéal démocratique, et interdire à cet idéal démocratique de se manifester ici, maintenant, entre juifs, dans les débats de l'heure, mais quelle dérision, quelle absurdité et quelle pitié! Les Juifs ont inventé la démocratie au temps du Maharal de Prague, au temps des premiers maîtres du Talmud, au temps du premier et du deuxième livre de Samuel, au temps du général Gédéon refusant d'être roi. Il serait quand même étrange qu'au début du XXIe siècle, cette pratique de la démocratie dont nous sommes les inventeurs, nous l'interdisions entre nous dans les débats qui nous touchent au cœur, puisqu'il touche à la question de la guerre et de la paix, non pas à l'idée que nous nous en faisons, mais à l'idée des moyens et de la tactique pour y parvenir. Je me souviens d'un texte de Gershom Scholem, sa dernière conférence, je crois, ou l'une de ses toutes dernières conférences à Zurich, au moment du lancement dans l'espace d'un des premiers Spoutnik américains. Il comparait Israël à l'un de ces Spoutniks, à cette incroyable prouesse politique qu'était Israël, comme le lancement de Apollo ou Soyouz, s'il était russe, je ne sais plus, égal à cette prouesse technique qu'était le lancement d'un Spoutnik dans l'espace. Il s'émerveillait de cette prouesse, mais il disait « Gare à ce que, comme le Spoutnik Soyouz ou Apollo, cette merveilleuse fusée ne se déleste pas dans sa course d'un aileron ou d'un bout de fuselage ou d'un débris qui lui semblerait inutile et qui lui était pourtant constitutif. » De la même manière, je dirais que si devait venir le temps où le dialogue entre les deux judaïsmes, entre le judaïsme de la Galoute et le judaïsme d'Israël, entre les juifs de la diaspora et les citoyens de cet État, devenait un dialogue suspect ou interdit, si ce dialogue devait être censuré, s'il fallait se mettre un bœuf sur la langue avant de se dire entre amis, et une amitié, encore une fois, qui n'est pas une amitié que de mots, alors je crois que ce serait une terrible régression par rapport à cet idéal démocratique dont je vous parle depuis quelques minutes et dont je pense que le peuple juif l'a largement inventé. Et c'est bien de cela que j'entends parler en toute fraternité
demain matin avec Madame la ministre de la Culture, Limor Livnat, dans cette même salle. Je vous remercie et bon colloque.